Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Ethan Ajayi était assis en tailleur près de la baie vitrée de la luxueuse demeure de son père à Banana Island, le menton posé sur sa petite paume tandis que le soleil de l'après-midi projetait de doux rayons dorés sur le jardin. Son tuteur avait terminé le cours plus tôt que prévu et, comme toujours, Ethan s'était dirigé vers son coin préféré de la maison. Il aimait observer le monde extérieur, sa façon tranquille de se sentir moins seul. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel avait attiré son attention. Une femme pieds nus, enveloppée dans un châle à franges, s'approcha des poubelles près du portail arrière. Elle avançait prudemment, le regard perdu dans les environs comme un animal traqué. Ethan fronça les sourcils en la regardant ouvrir un des sacs poubelles et le fouiller. Lorsqu'elle sortit la moitié d'un sandwich et commença à le manger lentement, son cœur se serra. Pendant un long moment, il resta immobile. Il se contenta de fixer, troublé par la vue de quelqu'un d'aussi affamé. Au dîner, Ethan était assis en face de son père, touchant à peine sa nourriture. Obinna Ajayi, grand et bien bâti, d'une présence imposante, adouci seulement par son cafetan en frêne sur mesure, lança à son fils un regard inquiet. « Ethan, tout va bien ?» demanda-t-il. Le garçon leva les yeux, hésitant. « Papa, il y avait une femme aujourd'hui, près de notre portail. Elle ramassait de la nourriture dans nos poubelles. » Obinna fronça les sourcils. Il posa sa fourchette et se pencha légèrement en avant. « Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ce genre de choses, fiston. La gosse regorge de gens comme ça. Ils savent trouver de la nourriture. Ethan Franca, less sourcils. » Mais elle avait l'air triste et affamée. Obinna soupira. « La prochaine fois, ne t'approche pas d'elle. Tu m'entends? Ce n'est pas sûr. » Ethan hocha la tête, mais intérieurement, quelque chose clochait. Ce soir-là, tandis qu'Obinna examinait les rapports dans son bureau, Ethan se faufila discrètement dans la cuisine, emballa les restes de riz jalaf et de dodo et sortit par la porte de derrière, le cœur battant la chamade, marchant sur la pointe des pieds vers le portail. La lune était une pâle gardienne dans le ciel lorsqu'Ethan atteignit le portail et regarda autour de lui. La femme était de nouveau là, recroquevillée près de la clôture, son châle serré autour d'elle. La petite voix d'Ethan rompit le silence. « Ma tante, s'agita-t-elle, surprise. « Je t'ai apporté à manger, dit-il en tendant le petit paquet de plats à emporter dans ses mains tremblantes. La femme cligna des yeux, incertaine. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Ethan haussa les épaules. « Parce que je ne pense pas qu'on devrait manger ce qui vient des poubelles. » Ses lèvres tremblèrent, à l'espace d'un instant, elle sembla sur le point de pleurer. Puis, sans un mot, elle prit la nourriture et hocha la tête. Ethan lui adressa un sourire timide avant de retourner vers la maison. Les jours suivants, cela devint une habitude. Ethan emballait les restes de repas, parfois du riz, parfois de l'akara ou de l'igname bouilli, et les apportait en cachette à la femme. Elle attendait toujours en silence et ne posait jamais de questions. Ethan ne connaissait pas son nom, et elle ne le lui disait pas. Il commença à l'appeler « tante ». Et parfois, il restait assis un moment avant de rentrer précipitamment. Il lui a demandé un jour pourquoi elle n'était pas allée dans un refuge, et elle a simplement répondu « Tous les refuges ne sont pas sûrs, ma chère ». Sa voix était calme, mais Ethan remarqua un jour les bleus sur son poignet et ne lui posa plus la question. Un soir, alors qu'Obinna rentrait tôt du travail, il aperçut Ethan en train de glisser quelque chose dans un sac en papier dans la cuisine. Curieux, il suivit son fils discrètement, intrigué de le voir se diriger vers le portail arrière. En voyant l'échange, son fils tendant de la nourriture à un inconnu, il se figea. Son premier réflexe fut la colère, mais quelque chose dans la façon dont la femme inclinait la tête, la révérence dans sa posture et le lien tacite entre elle et Ethan fit hésiter Obinna. Il attendit qu'Ethan soit rentré avant d'appeler son fils dans le bureau. Le ton d'Obinna était sévère lorsqu'Ethan entra. « As-tu quelque chose à me dire ?» demanda-t-il. Ethan hésita, les yeux rivés sur le tapis perçant sous ses pieds. « Je voulais juste t'aider, dit-il doucement. Obinna esi leva, les bras croisés. Tu m'as désobéi. Je t'avais dit de ne pas t'approcher de cette femme. » Ethan leva les yeux, déterminé. « Mais elle n'est pas dangereuse, papa. Elle a juste faim. Tu dis toujours qu'il faut aider les gens quand on peut. » Obinna soupira et fit les 100 pas. Aider les gens n'est pas toujours aussi simple avec Ethan. On ne sait ni qui elle est ni ce qu'elle veut. Elle pourrait mentir. Elle pourrait être une criminelle.
Le visage d'Ethan se déforma de frustration. Elle ne l'est pas. Elle m'écoute. Elle prie avant de manger. Et elle n'en demande jamais plus. Cela fit réfléchir Obina. La sincérité du garçon était difficile à ignorer. Il se frotta les tempes, puis se dirigea vers sa chaise. Désormais, tu n'y vas plus seul. Promets-le-moi. Ethan hocha la tête à contre-cœur. À condition que nous puissions encore lui donner à manger. Obina resta assisa en silence un long moment. Cette situation avait quelque chose de troublant, mais aussi d'étrangement fascinant. La compassion de son fils lui avait toujours rappelé sa défunte épouse, Adora, calme, gentille et pleine de grâce. Très bien, dit-il. Mais demain, j'irai avec toi. Je veux voir cette femme en personne. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent et il courut serrer son père dans ses bras. Cette nuit-là, Obina se tenait sur le balcon, contemplant la propriété. Le souvenir de la douce voix de sa femme résonnait dans son esprit. La véritable richesse se mesure à la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous donner. Il soupira. Peut-être était-il temps qu'il écoute, non pas son instinct, mais son fils. Le lendemain, Obina tint parole. Juste avant le coucher du soleil, il marcha main dans la main avec Ethan jusqu'au portail arrière. La femme était déjà là, assise sur un tabouret bas près de la clôture. Ses vêtements étaient rapiécés et poussiéreux, mais sa posture était digne. Quand elle les vit, elle resta là, incertaine. « Ethan Surratt. C'est mon papa, dit-il. Obina hocha légèrement la tête. « Mon fils me dit que tu as déjà vécu. » La femme baissa les yeux. « Je n'ai jamais voulu vous déranger, monsieur. » Obina la calma. Son visage laissait deviner des histoires non racontées, son regard fatigué, mais intelligent. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. Elle hésita. « Ketchy. » Le nom persistait entre eux comme un défi. Obina lui tendit un sac de nourriture scellée. « Tu peux manger ça à l'intérieur. Viens dîner avec nous, » dit-il soudain, se surprenant lui-même. Nkechi parut stupéfaite. « Monsieur » demanda-t-elle, incertaine d'avoir bien compris. « Juste un repas. » « Pour être sûr que tu ne représentes pas un danger pour mon fils, » ajouta-t-il sèchement, essayant de sauver la face. Ethan applaudit avec enthousiasme, tirant déjà sur sa main. « Allez, Tantenkeki. » Elle la suivit lentement, incertaine de savoir si c'était un piège ou une bénédiction. À l'intérieur de la maison, l'opulence l'envahissait tout entière. Lustre en cristal, sol en marbre et parfum de citron. La salle à manger semblait tout droit sortie d'un film. Tandis qu'ils étaient assis, Obina remarqua la précision avec laquelle Nkechi maniait ses couverts, la façon dont elle attendait avant de manger et la façon dont elle répondait poliment, mais jamais avec soumission. Quelque chose clochait. Elle ne se déplaçait pas comme quelqu'un qui vit dans la rue. Le dîner commença dans un silence, seulement interrompu par le bavardage d'Ethan. « Papa, tante Nkeki est infirmière. Je le vois bien. » Obina haussa un sourcil. « Vraiment » Nkechi ne répondit pas directement. « J'ai fait beaucoup de choses, » dit-elle, les yeux rivés sur son assiette. Obina l'observait attentivement. Elle parlait avec clarté et grâce, chaque mot pesait lourd. Elle n'a pas supplié une seule fois, pas même pour de l'aide. Lorsque la gouvernante est arrivée avec le dessert, Nkechi s'est excusé discrètement, prétextant avoir suffisamment mangé. « Merci pour votre gentillesse, monsieur » a-t-elle dit en se levant avec une dignité tranquille. Obina hocha la tête, toujours incertaine. Après son départ, Ethan se tourna vers son père. « Peut-elle revenir demain » Obina ne répondit pas tout de suite. « On verra bien, » dit-il finalement. Plus tard dans la soirée, Obina appela son assistant. « Tad, j'ai besoin que tu fasses une enquête sur quelqu'un. Elle s'appelle Nkechi Duru. Peu importe le temps que ça prendra. Je veux savoir qui elle est vraiment. » Après avoir raccroché, il se dirigea vers la chambre d'Ethan et trouva son fils profondément endormi, un léger sourire aux lèvres. Obina resta un moment près de la porte. Peut-être que cette femme avait quelque chose à cacher. Ou peut-être, juste peut-être, était-elle exactement celle qu'Ethan croyait être, une bonne personne qui avait traversé des moments difficiles. Quoi qu'il en soit, il avait bien l'intention de le découvrir. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce simple acte de gentillesse bouleverse tout ce qu'il croyait savoir. La salle à manger, habituellement emplie d'un silence formel ou du bavardage léger d'Ethan, était inhabituellement tendue ce soir-là. Nkechi se tenait droite, le dos effleurant à peine la chaise, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, attendant le premier plat. Obina, assis en face d'elle,
l'observait comme un homme essayant de résoudre une énigme. Son châle avait été remplacé par un chemisier et une jupe modestes empruntées à la gouvernante. Elle remercia discrètement le personnel et évita tout contact visuel, sauf si on lui parlait directement. Ethan, quant à lui, bouillonnait d'excitation, inconscient du malaise entre les adultes. Il parla de l'école, de ses amis et de sa joie de la voir venir dîner. Mais Obina remarqua tout. La façon dont Keshi utilisait ses couverts avec une aisance naturelle, la façon dont elle s'arrêtait pour bénir son repas avec un profond respect, et la façon dont elle répondait aux questions d'Ethan avec une chaleur maternelle qui ne semblait pas fortuite. Quelque chose clochait. Sa présence était trop posée pour quelqu'un qui avait soi-disant vécu dans la rue. Après le dîner, Obina s'excusa et se rendit dans son bureau. Il ne parvenait pas à dissiper la curiosité qui le rongeait. Il se versa un verre d'eau, puis sortit sa tablette et ouvrit un canal sécurisé avec son assistant. Ted, tâta-t-il, commençait les vérifications d'antécédents sur un certain Keshi Duru. Entre 25 et 30 ans. Origine probable d'infirmière ou d'aide-soignante. Pas d'adresse fixe. Discrètement, ses doigts restèrent un instant en suspens avant d'appuyer sur « Envoyer ». Quelque chose dans son attitude suggérait qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, ou plutôt, celle qu'elle refusait de prétendre être. Le lendemain matin, Ethan se réveilla et trouva Nkechi déjà parti. Elle la remercia pour le repas, lui dit la gouvernante. Obina ne fit aucun commentaire. Il observa simplement Ethan préparer à nouveau un petit carton de nourriture. Quelque chose lui disait que ce n'était pas la dernière fois qu'il la voyait. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, une part de lui était heureuse. L'enquête de Ted commença avec le peu d'informations qu'il put extraire du dossier d'Obina. Il commença par consulter des bases de données nominatives, des recherches sur les réseaux sociaux et des dossiers du personnel de santé. Mais le nom de Nkechi Duru n'a pas été évoqué avec beaucoup d'insistance. Pas d'emploi récent, pas de relevé d'impôts, pas de numéro de téléphone actif. C'était comme si elle avait disparu des écrans ou n'avait jamais existé. Mais une recherche plus approfondie a révélé des fragments. Une vieille photo d'identité d'un hôpital privé aujourd'hui fermé d'Onitsha. Une liste de fin d'études floues d'une école d'infirmières d'Inugu, où son nom était inscrit. Il y avait des indices, mais aucun ne formait une histoire complète. Ted a relevé les incohérences et les a compilées dans un rapport adressé à Obina. Monsieur, elle fuit quelque chose ou quelqu'un. Ou alors ces dossiers ont été délibérément enterrés. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un simple cas de SDF. Obina fronça les sourcils en lisant. Il détestait les mystères, surtout quand il concernait son fils. De retour à la maison, Ethan avait commencé à se poser des questions plus sérieuses. « Papa, pourquoi tante Nkechi ne peut-elle pas rester ici » demanda-t-il innocemment un après-midi. Obina leva les yeux de son ordinateur. « Parce qu'elle a sa propre vie » répondit-il. Mais sa réponse lui parut creuse, même à l'instant même où il la prononça. Ethan insista. Mais si elle n'avait nulle part où aller, Obina soupira et posa la main sur l'épaule de son fils. « Tu as bon cœur, Ethan. Mais la gentillesse sans sagesse peut parfois faire du mal. Il faut être prudent. » Ethan hocha la tête, même si la déception marquait son visage. Cette nuit-là, Obina, allongée dans son lit, repensait au dîner. La façon dont Keshi se tenait. La douleur subtile qui s'insinuait dans ses yeux lorsqu'Ethan mentionnait les mères. Son histoire était plus complexe, et quelque chose en lui, une attirance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, voulait savoir ce que c'était. La semaine suivante, Ethan tomba malade, avec une légère fièvre. Nkechi n'était pas revenu après le dîner et le garçon était visiblement triste. Son appétit diminua et son humeur autrefois joyeuse s'estompa. Obina essaya tout. Nouveau livre, appel vidéo avec ses cousins, mais rien n'y fit. Un soir, après avoir bordé Ethan, Obina sortit dans la fraîcheur de la nuit et aperçut une silhouette accroupie près de la clôture. C'était Nkechi. Elle était revenue, mais elle n'avait pas frappé ni appelé. Elle observait simplement la maison comme quelqu'un qui surveille un enfant de loin. Obina s'approcha prudemment. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il. « Nkechi SE Level Entertainment. Je voulais juste voir s'il allait bien. » Il était pâle la dernière fois. Sa voix était légèrement brisée. Obina la calma. « Étiez-vous infirmière » demanda-t-il. Cette fois, elle ne nia pas. « Oui, mais je n'en ai plus été une depuis des années » admit-elle. « Plus depuis que tout s'est effondré. » Il lui fit signe de se diriger vers la maison. « Entrez. »
Il vous a demandé. Elle hésita. Je ne veux pas causer plus d'ennuis. Obina croisa les bras. Tu l'as déjà fait. Autant finir le travail. Cela lui fit ricaner. Intérieurement, les yeux d'Ethan s'écarquillèrent en la voyant et son expression s'illumina immédiatement. Tante Nkechi, murmura-t-il, les joues rouges et rouges. Elle posa une main fraîche sur son front, vérifia son pouls et, quelques instants plus tard, ordonna à la gouvernante de préparer des sels d'hydratation orale et du plantain bouilli. Obina se recula, la regardant se transformer en un rôle qu'elle maîtrisait manifestement autrefois. Ce n'était pas une performance, c'était de l'instinct. Cette nuit-là, alors qu'Ethan finissait par sombrer dans un profond sommeil, Obina lui demanda « As-tu un endroit où dormir ?» Nkechi regarda le sol. Nulle part en sécurité. Il soupira. Alors reste à la maison d'hôte, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et avec cela, la frontière entre invités et étrangers commença à s'estomper. Les jours suivants, Nkechi se fit discrète. Elle s'occupait des repas d'Ethan, surveillait son rétablissement et restait la plupart du temps hors de vue lorsque les invités d'affaires d'Obina passaient. Chaque matin, elle faisait soigneusement son lit dans la maison d'amis, empruntait des vêtements à la gouvernante et aidait même au jardin. Ethan avait retrouvé sa vitalité, et Obina ne pouvait nier que la présence de cette femme avait apporté le calme à la maison. Mais des questions continuaient de le hanter. Un après-midi, alors qu'Ethan était à son cours de piano, Obina était assise avec Nkechi dehors, sous le manguier. « Dis-moi quelque chose, dit-il. Que t'est-il arrivé ?» Elle regarda droit devant elle. « La vie, répondit-elle, puis, après une pause, ajouta. « J'ai fait confiance à quelqu'un à qui je n'aurais pas dû faire confiance. J'ai perdu mon permis. J'ai perdu ma dignité. » Elle s'est retrouvée à la rue. Sa voix ne tremblait pas, mais elle portait un poids qui durait depuis des années. Obina se laissa aller en arrière. Qui était-il? Nkechi secoua la tête. Un homme qui disait qu'il m'aimait. Ce soir-là, Obina se servit un verre dans son bureau et ouvrit le dernier email de Tad. Copie d'un ancien rapport disciplinaire de l'hôpital d'Onitsha. Négligence ayant entraîné le décès d'une patiente. Son nom était estampillé en haut, mais une note manuscrite figurait en bas. Le personnel soupçonnait un coup monté. Aucune enquête n'a été menée. Obina Franca, les sources. Quelque chose clochait. Qui abandonne sa carrière à cause d'une accusation jamais prouvée, à moins qu'il n'ait personne pour le défendre. Sans voix, pas d'électricité. Il regarda la maison d'hôte par la fenêtre et vit les lumières s'éteindre. Nkechi avait en donné sans rien demander. Et pour la première fois, Obina sentit une émotion monter en lui, non pas de la curiosité ou de la pitié, mais un respect naissant. Peut-être même quelque chose de plus dangereux, de l'empathie. Le lendemain matin, Tad arriva à l'improviste, un dossier à la main. « Monsieur, j'ai creusé plus profondément, a-t-il dit. Il y a des incohérences dans son récit, des trous dans sa chronologie d'emploi. Personne ne se souvient de ses anciens collègues. C'est comme si elle s'était effacée. » Obina feuilleta les documents en silence, la mâchoire serrée. « Ou alors elle a été effacée ?» murmura-t-il. Tad fronça les sourcils. « Sauf votre respect, monsieur. Je pense que c'est une mauvaise idée de la garder ici. Elle cachait peut-être quelque chose de grave. » Obina ne répondit pas. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, tandis que Nkechi et Ethan s'occupaient d'un petit jardin d'herbes aromatiques. Ethan riot. Nkechi semblait paisible. « Garde ça entre nous, Tad. Et arrête de la regarder comme si c'était une criminelle. » Tad écarquilla les yeux. « Monsieur, c'est un ordre, » coupa Obina fermement. Ce soir-là, Ethan a offert à Obina une carte faite main. « C'est pour tante Nkechi, » a-t-il dit fièrement, « pour avoir pris soin de moi. » À l'intérieur se trouvait un dessin les représentant tous les trois, Ethan, Obina et Nkechi, côte à côte sous un arc-en-ciel. Obina ne répondit pas, mais son cœur battait la chamade. Plus tard dans la nuit, il trouva Nkechi assise sur le porche de la maison d'hôte, ses yeux reflétant le clair de lune. « Tu veux rester plus longtemps ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Je ne veux pas dépasser les bornes. » Obina hocha lentement la tête. « Alors appelons les choses par leur nom, un abri. Pas de la charité. » Elle expira doucement. « Merci. » Alors qu'il s'éloignait, Obina réalisa que quelque chose avait changé. Cette femme n'était plus une simple passante. Elle faisait partie de leur histoire, et ils ne savaient pas comment l'arrêter, ni même s'ils le voulaient. La pluie s'abattait avec fureur cette nuit-là,
tambourinant contre les fenêtres comme 1000 coups urgents. Ethan, qui jouait dans le jardin plus tôt dans la journée, se réveilla au milieu de la nuit avec une forte fièvre. Agité, il frissonnait et appelait S. Amer, un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des mois. Obina se précipita dans sa chambre, alarmé par les joues rouges et les murmures incohérents de son fils. Il appela Nkechi sans réfléchir, sa voix s'élevant au-dessus de la tempête. Elle accourut pieds nus de la maison d'hôte, le visage crispé par l'inquiétude. Dès qu'elle aperçut Ethan, elle prit le dessus. Son instinct fut immédiat. Elle vérifia son pouls, rythma sa respiration, commanda un bol d'eau tiède et du sirop de paracétamol au personnel de maison. Elle murmura des mots rassurants tout en posant un linge humide sur son front, fredonnant une douce berceuse qui fit taire même le tonnerre. Obina observa, impuissante, cette femme, cet inconnu, qui semblait savoir exactement quoi faire au pire moment. Pour la première fois depuis longtemps, Obina ne se sentait ni milliardaire ni PDG. Il se sentait comme un père qui ne savait pas comment protéger son enfant. Et c'est Nkechi qui a comblé ses lacunes. Elle resta au chevet d'Ethan, refusant de dormir tant que sa température ne serait pas redescendue. Quand Obina proposa de prendre le relais, elle secoua la tête. Il a besoin de constance, pas d'anxiété, dit-elle doucement. Alors que l'aube se levait et que la fièvre d'Ethan disparaissait enfin, Obina s'appuya contre la porte, épuisé. « Tu as fait plus pour lui en une nuit que la plupart des gens ?» dit-il doucement. Nkechi leva les yeux, l'air indéchiffrable. « C'est ce à quoi j'ai été entraîné. » Avant tout, sa voix se brisa légèrement. Obina n'insista pas davantage. Au lieu de cela, il s'éloigna, submergé par une tempête d'émotions, gratitude, confusion, et une conscience grandissante que cette femme possédait bien plus de force qu'on ne le pensait. Tandis qu'Ethan se rétablissait progressivement, Obina prit une décision tacite. Nkechi n'avait plus sa place dans l'ombre. Ce soir-là, il la fit entrer dans la maison principale et lui fit signe de garder les clés de la maison d'hôte. « Garde-les, dit-il, indéfiniment. » Nkechi parut stupéfait. « Je ne veux pas de charité, murmura-t-elle. Obina la regarda avec fermeté. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Vous avez sauvé mon fils, Nkechi. Et que vous le vouliez ou non, il a besoin de vous ici. » Il n'y eut ni cérémonie, ni condition, juste une acceptation silencieuse. Le personnel s'habitua rapidement à sa présence, même si quelques-uns chuchotèrent entre eux, se demandant qui elle était vraiment. Ethan, quant à lui, était fou de joie. Il insista pour que Nkechi prenne son petit déjeuner avec eux à la table principale et commença à l'entraîner avec lui à son club de lecture et à ses répétitions de piano du week-end. Même Obina se surprit à avoir de plus longues conversations avec elle, généralement à propos d'Ethan, mais parfois sur la vie, les souvenirs et la perte. Pourtant, ce changement ne satisfaisait pas tout le monde. Un matin, tante Saad a appelé Obina d'une voix rauque. « J'ai revu une photo de cette femme dans ta propriété. »« Obina, que fais-tu exactement ?» a-t-elle demandé. Obina l'a repoussée. « Elle est d'Ethan. C'est tout. » Mais Saad ne voulait pas lâcher prise. « C'est comme ça que ça commence. On laisse entrer des animaux errants, et en un rien de temps, ils sont partout. N'oublie pas que tu as un nom à protéger. » Ces mots résonnaient dans l'air, rappelant la vie d'Obina sous surveillance. Mais il n'était plus le même homme qu'avant. Ce soir-là, alors qu'il regardait Nkechi aider Ethan à faire ses devoirs de maths, tandis que leur rire fusait, il réalisa quelque chose. L'image n'était pas tout. L'intégrité, oui. Et pour la première fois depuis des années, sa maison ne semblait plus hantée par le silence. Elle semblait vivante. Avec la diminution des pluies et l'arrivée des beaux jours, la maison âgée trouva un nouveau rythme. Nkechi était devenue plus qu'une ombre. Elle faisait désormais partie intégrante de la journée d'Ethan. Un après-midi, alors qu'il époussetait une vieille étagère, Ethan tomba sur un étui à violon poussiéreux ayant appartenu à sa défunte mère. Il l'apporta à Nkechi, les yeux écarquillés de curiosité. « Sais-tu jouer à ça ?» demanda-t-il. Nkechi marqua une pause et ouvrit l'étui d'un geste respectueux. « Un peu » dit-elle doucement. Ses doigts, bien que manquant d'entraînement, touchaient les cordes avec une tendresse qui révélait des années de formation musicale. Elle accorda le violon et joua un air doux et mélancolique qui résonna dans la maison comme un souvenir. Obina, en communication avec son bureau, s'arrêta au milieu de sa phrase en l'entendant. Ce son, si envoûtant et si beau, lui rappelait Adora. Son cœur se serra, mais pas comme d'habitude.
Plus tard dans la soirée, Obina trouva Nkechi seul dans la maison d'hôte. « Ce morceau que tu as joué, c'était quoi » demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise. « Une vieille berceuse que chantait ma mère » répondit-elle. « Je joue quand elle me manque. » Obina resta assise en face d'elle, silencieuse un moment. Ma femme jouait aussi du violon. Elle disait que la musique atténuait la douleur. Nkechi acquiesça. Parfois, c'est la seule chose qui marche. Cette conversation, aussi brève soit-elle, a créé un petit pont entre eux, construit non pas sur l'obligation ou la curiosité, mais sur un chagrin partagé. Pour une fois, Obina ne posa pas de questions et n'attendit pas de réponse. Il resta simplement assis en silence, laissant le poids du moment s'installer entre eux. Et même si aucun des deux n'en parlait directement, tous deux savaient que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une guérison, c'était une compréhension. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles d'élite légaux, et bientôt des rumeurs sur le mystérieux service d'aide d'Obina commencèrent à circuler. Tante Saad ne perdit pas de temps pour lui rendre une visite surprise. Elle arriva au manoir vêtue d'une audacieuse tenue en dentelle orange et d'un gélie assorti, l'air désapprobateur avant même d'avoir franchi le seuil. Obina la retrouva dans le salon, et avant même qu'il puisse lui offrir un verre, elle se lança. « Elle est donc toujours là, la sans-abri du portail. » Ses paroles étaient teintées de mépris. « Saad » commença Obina, mais elle le coupa. « Ne me dis pas Saad. Obina, c'est de la folie. Ethan est un enfant. Tu l'exposes à Dieu, c'est quoi ?» Nkechi entra à ce moment-là, un plateau d'eau et de jus à la main, ignorant qui était arrivé. Leurs regards se croisèrent et les lèvres de Saad se retroussèrent. « On est tombé si bas. On accueille des inconnus chez nous ?» Nkechi resta calme, posant le plateau sans un mot. Obina se leva, la voix froide mais résolue. « Ce n'est pas une inconnue. Elle a sauvé la vie de mon fils plus d'une fois, et elle mérite votre respect. » Saad ricana. « Du respect? Pourquoi? Tu la connais à peine. » La voix d'Obina s'éleva légèrement, et pourtant elle a fait preuve de plus d'intégrité que la plupart des gens de mon entourage. Cela fit taire la salle. Après un long silence, Saad se retourna pour partir. « Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Cela finira en disgrâce. » Alors que la porte claquait, Obina se rassit, la poitrine serrée par la frustration. Nkechi parla doucement. Elle essaie seulement de protéger ce qu'elle croit savoir. Obina hocha la tête. Et moi, j'essaie de protéger ce que je sais réellement, ce que je vois tous les jours. Et à ce moment-là, une alliance tacite s'est nouée entre eux, non pas par nécessité, mais par choix. Le week-end, une petite fête d'anniversaire fut organisée pour l'un des camarades d'Ethan, dans une aire de jeu pour enfants voisines. Obina avait amené Ethan lui-même, et sur l'insistance d'Ethan, Nkechi l'accompagnait. Elle portait une simple robe en wax que la gouvernante lui avait cousue et, pour la première fois depuis des années, elle se sentait à sa place dans un espace de rire et de lumière. Ethan la tenait par la main, ainsi que celle de son père, tandis qu'il marchait vers le château gonflable, riant au soleil. Mais alors qu'ils avançaient, un éclair jaillit de l'autre côté de la rue, subtil, mais indéniable. Un homme muni d'un téléphone baissa rapidement son appareil photo et disparut dans la foule. Obina le remarqua, mais ne dit rien sur le moment. Plus tard dans la soirée, cependant, les conséquences furent brutales. Un blog a publié une photo floue de Nkechi, Obina et Ethan, accompagnée d'un titre, « Qui est la femme dans la vie d'Obina AGI ?» Une nouvelle compagne mystérieuse apparaît lors d'un événement familial privé. L'article était rempli de spéculations et d'insultes voilées. Les commentaires ont afflué, certains élogieux, beaucoup moqueurs. De la poubelle au trésor, l'un lisait. Un autre milliardaire, jouant Florence Nightingale, en écrivait un autre. Ethan dormait quand Obina lut l'article, mais ses mains tremblaient de rage sourde. Nkechi le vit aussi. Elle ne pleura pas, mais se tut, se repliant sur elle-même. Obina tendit la main pour la réconforter. « On va arranger ça, promit-il. » Mais intérieurement, se demandait-il, comment protéger quelqu'un d'un monde qui ne voit que ce qu'il veut bien croire. La réaction suscitée par la photo en ligne dépassa rapidement le contrôle d'Obina. Lundi matin, elle avait fait le tour des potins de la gosse, les tabloïds qualifiant Nkechi de mystérieuse domestique, du milliardaire ou de son projet secret. Les commentaires allaient du mépris à l'obscénité, et il n'a pas fallu longtemps pour que les parents de l'école d'Ethan commencent à chuchoter à l'heure de la sortie. Les enseignants, qui saluaient autrefois Obina avec admiration, croisaient désormais à peine son regard.
Un parent particulièrement audacieux a même interpellé le directeur de l'école pour s'inquiéter de la sécurité d'Ethan. Obina a affronté la situation de front, organisant une réunion privée avec le conseil d'administration de l'école et réaffirmant les valeurs de son fils et les limites de sa vie privée. Mais le mal était fait. L'attention médiatique avait transformé une innocence en spectacle. Même Ethan remarqua la différence. « Pourquoi les gens regardent-ils tant Nkechi comme ça ?» demanda-t-il un soir. Obina n'avait pas de réponse simple. Pendant ce temps, Nkechi devenait de plus en plus solitaire. Elle cessa de partager les repas avec Ethan et Obina, préférant manger seule à la maison d'hôte. La joie de sa présence s'estompa. Elle évitait tout contact visuel avec le personnel et gardait son téléphone éteint, craignant d'autres histoires qui auraient pu surgir en ligne. Obina essaya de lui parler, mais elle répondit avec une distance polie. « Je ne veux pas être un problème, monsieur », dit-elle d'un ton à nouveau formel, comme s'ils étaient redevenus des étrangers. Cela n'aurait jamais dû aller aussi loin. Il aurait voulu lui dire qu'elle n'était pas un problème, qu'elle faisait partie de leur vie d'une manière qu'elle n'imaginait pas, mais ces mots lui semblaient trop vulnérables. Au lieu de cela, il lui dit « Laisse-moi te protéger. S'il te plaît, ne nous exclus pas. » Mais Nkechi esquissa simplement un sourire las. Certaines choses ne peuvent être protégées, Obina, surtout celles du passé. À son retour au bureau ce mercredi-là, Obina était d'humeur maussade. L'équipe de relations publiques de l'entreprise avait tout fait pour contrôler la situation. Mais quelqu'un en interne avait divulgué la photo initiale, ainsi que plusieurs courriels personnels échangés entre Obina et Tad, évoquant le passé de Nkechi. Obina n'avait pas besoin d'un graphologue pour savoir qui se cachait derrière tout ça. Cet après-midi-là, il convoqua Tad dans son bureau. « Tu pensais que je ne le découvrirais pas ?» demanda Obina d'une voix basse, pleine de fureur. Tad, habituellement calme, parut momentanément secoué. « Monsieur, je l'ai fait uniquement parce que je tiens à votre image, à Ethan, à cette entreprise. » Obina se leva et claqua le dossier sur le bureau. « Vous avez trahi ma confiance. Tu as mis en danger quelqu'un sous ma protection. Tout est fini. Tada cerra las dents. Tu le regretteras. Quand cette femme te mènera à ta perte, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Obina ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers la porte et l'ouvrit. Partes. La nouvelle du licenciement de Tad se répandit dans le bureau en quelques heures, et même si certains employés murmuraient leurs théories, la plupart respectaient la détermination du PDG. De retour chez lui, Obina dut faire face à une bataille plus complexe. Nkechi avait préparé un petit sac. Il la trouva debout près de la maison d'hôte, les yeux rouges mais secs. « Je m'en vais, » dit-elle doucement. « Ça n'a jamais été ma vie, et maintenant, elle vous étouffe, toi et Ethan. » Obina lui prit le poignet, doucement. « On ne peut pas disparaître comme ça. Pas comme ça. Pas après tout ça. Mais Neshi a écoulé. J'ai pris ma décision. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. » Avant qu'il puisse en dire plus, Ethan accourut de la maison, serrant contre lui un dessin qu'il avait fait 2-3 ensemble, debout sous un manguier. « Tu vas quelque part, ma tante ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Nkechi s'agenouilla et le serra fort dans ses bras, juste un instant. Mais alors qu'elle se retournait et se dirigeait vers le portail, Obina comprit qu'elle ne reviendrait pas. La maison semblait plus calme sans elle. Ethan aussi. Il posait moins de questions, jouait moins souvent du piano et mettait plus de temps à finir ses devoirs. Obina essayait de combler le silence par des activités, inscrivant son fils à des cours d'art plastique et au foot le week-end, mais rien ne semblait susciter la même émotion chez Ethan en présence de Nkechi. Un après-midi, en feuilletant le carnet de croquis d'Ethan, Obina trouva une série de dessins. L'un des poubelles du portail arrière, un de Nkechi jouant du violon, un autre d'elle serrant Ethan dans ses bras pour lui souhaiter bonne nuit. Chaque croquis était délicat et empreint d'émotion, une protestation silencieuse contre son absence. Ce soir-là, Obina se tenait dans la maison d'amis, les yeux fixés sur le lit vide, les couvertures soigneusement pliées, le silence qui criait désormais plus fort que les mots. Il passa la main sur la poignée de la porte, murmurant « Que ai-je fait ?» Poussé par quelque chose de plus profond que la logique, Obina passa quelques coups de fil. D'abord à son équipe juridique, puis à un détective privé en qui il avait confiance, l'inspecteur Damalola. « Trouvez-la, a-t-il dit. Elle s'appelle Nkechi Duru. Je veux savoir où elle est et pourquoi elle a fui son passé. » L'inspecteur Damalola, un ancien policier chevronné à la voix calme et au regard calculateur,
acquiesça sans hésitation. Mais comprenez bien, dit-il, certaines personnes fuient pour survivre, pas par honte. Préparez-vous à tout ce que nous trouverons. En raccrochant, Obina fixa l'horizon des Legos. De toute sa vie, il n'avait jamais poursuivi personne. Pas après Adora. Pas après ceux qui avaient tenté de nuire à sa famille. Mais pour une raison inconnue, l'absence d'une femme, celle qui avait autrefois mangé ses déchets, lui était plus douloureuse qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il a fallu moins d'une semaine à l'inspecteur d'Amalola pour retrouver Nkechi dans un petit kiosque près d'Abalan. Elle avait trouvé refuge chez Mama Esha, une vieille vendeuse de rue qui tenait un modeste stand au bord de la route. À l'arrivée d'Obina, Mama Esha l'attendait déjà. « Alors, tu es enfin arrivé, » dit-elle en s'essuyant les mains sur un tablier en tissu. « Oh Bene Hezada, tu sais qui je suis ?» Elle sourit d'un air entendu. « Bien sûr. Nkechi m'a tout raconté. » L'air sentait la banane, plantain frites et l'huile d'arachide. Dans la petite pièce derrière le kiosque, Nkechi était assise sur une natte, écrivant dans un petit journal usé. Elle leva les yeux et se figea. « Que fais-tu ici » murmura-t-elle. Obina entra, s'agenouillant devant elle. « Je suis venu te ramener à la maison. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas de chez moi là-bas. » Obina n'essaya pas de protester. Au lieu de cela, il sortit une petite enveloppe de la poche de son manteau. « Voici tout ce que nous avons pu trouver. Sur ce qui vous est arrivé. L'hôpital, les fausses accusations, les dossiers enterrés. » Elle l'ouvrit, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des relevés de notes officielles, des documents juridiques, surtout, une lettre d'une ancienne administratrice d'hôpital avouant avoir servi de bouc émissaire pour dissimuler la faute professionnelle d'un médecin senior. Nkechi s'effondra et le journal tomba par terre. « J'ai cru que personne ne me croirait jamais, » murmura-t-elle. Obina posa une main sur son épaule. « Il te croit. Et tu manques à Ethan. Tu me manques aussi. » Maman Aïcha regardait depuis la porte, les yeux embués. « Va avec lui, mon enfant. Les secondes chances ne se présentent pas toujours deux fois. » Et dans ce petit kiosque en bord de route, entouré de murs bien tachés et d'une odeur de charbon de bois brûlant, Nkechi a fait le premier pas vers la guérison. Le retour au domaine d'Agéi n'a pas été une marche triomphale. C'était calme, prudent et plein d'incertitudes. Mais lorsque Nkechi franchit le portail de derrière, Ethan accourut si vite qu'il faillit trébucher. Il la serra dans ses bras avec l'innocence que seul un enfant peut offrir. « Je savais que tu reviendrais, » murmura-t-il. Nkechi le serra contre elle, les larmes aux yeux. Obina se tenait à proximité, laissant l'instant se dérouler. Plus tard dans la soirée, au dîner, Obina s'est attaqué au sujet qui n'était pas clair. « Je veux te laver de tout soupçon, » lui a-t-il dit. « Tu n'as plus à te taire. » Nkechi leva les yeux, incertain. « Tu crois vraiment que les gens vont m'écouter ?» Obina hocha la tête. « Ils m'écouteront parce que je les y obligerai. Et parce que la vérité mérite d'être dite. » Avec l'aide de l'inspecteur d'Amalola et d'une jeune avocate audacieuse de la fondation d'Obina, l'histoire de Nkechi a été compilée dans un communiqué de presse détaillé et soumise aux principaux médias. Ce communiqué comprenait des déclarations sous serment, une déclaration de la lanceuse d'alerte et des preuves documentées de ses qualifications d'infirmière. À la fin de la semaine, les mêmes blogs qui la raillaient autrefois partageaient désormais des titres comme Nkechi Guru, l'infirmière réduite au silence, désormais innocentée. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les réseaux sociaux. Des inconnus ont partagé leurs propres fausses accusations. D'anciens patients ont reconnu son nom et lui ont envoyé des messages de gratitude. Obina a assisté à tout cela avec une fierté discrète. Pour la première fois, Nkechi n'était plus dans l'ombre, mais dans la lumière, et le monde l'a enfin vue telle qu'elle était. La bataille juridique pour blanchir Nkechi a été rapide mais intense. Grâce à l'aide des avocats d'Obina et aux preuves recueillies par l'inspecteur d'Amalola, son dossier a été rouvert. L'hôpital qu'il avait licencié 7 ans auparavant subissait désormais la pression des médias et du conseil médical nigérian. Une avancée décisive a été réalisée lorsqu'un ancien administrateur de l'hôpital a admis sous serment que Nkechi avait été désigné comme bouc émissaire après qu'un chirurgien senior eut bâclé une intervention et fui le pays. Les documents avaient été falsifiés pour protéger la réputation de l'hôpital et apaiser une famille endeuillée. L'avocate de Nkechi, une jeune femme passionnée nommée Ifunanya, a présenté son dossier avec une précision chirurgicale, mettant à nu l'injustice institutionnelle qui avait ruiné une carrière prometteuse. Tandis que l'audience progressait, Nkechi était assise à côté de son avocate,
silencieuse mais posée, vêtue d'un tel. Leur bleu marine qu'Obina lui avait discrètement acheté. Ethan suivait les débats en direct depuis chez lui, applaudissant chaque fois qu'Ifunanya soulevait un argument convaincant. Obina, qui laissait rarement ses émotions s'exprimer dans sa salle de réunion, se retrouva à serrer les poings sous la table, encourageant une femme qui avait un jour mangé dans ses poubelles. Lorsque le verdict final est tombé, l'annulation totale de sa révocation, le versement de dommages et intérêts et la présentation d'excuses publiques, Nkechi n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a fermé les yeux et murmuré un merci discret, sans s'adresser à personne en particulier. À la sortie du tribunal, les journalistes se sont précipités. « Madame Duru, comment vous sentez-vous » cria quelqu'un. Elle marqua une pause et répondit calmement, soulagée. « Mais ce n'est pas seulement pour moi. Ceci est pour chaque femme réduite au silence et chaque vérité enfouie dans la peur. » Obina posa doucement une main sur son dos, la guidant à travers la foule. Le monde avait tenté de la briser, mais Nkechi avait finalement tenu bon. Alors que la nouvelle de son acquittement se répandait dans tout le pays, la réaction du public fut vive et franche. Le ton sur les réseaux sociaux passa de la moquerie à l'admiration. Des hashtags comme « Justice pour Nkechi » et « L'infirmière qui est revenue » commencèrent à faire fureur. Des influenceurs, des médias et même d'anciens collègues qui doutaient autrefois d'elle ont commencé à prendre la parole en sa faveur. Certains ont même présenté des excuses publiques. Mais tandis que le monde extérieur célébrait son succès, Nkechi est restée sereine. « Ce n'est pas la gloire que je voulais », dit-elle à Obina un soir sur le balcon, « juste une chance de respirer à nouveau. » Il hocha la tête, un verre de vin à la main. « Alors, respire aussi fort que tu veux. Vous avez mérité ce droit. » La fondation dirigée par Obina a commencé à recevoir des propositions de financement pour une initiative de santé inspirée par l'histoire de Nkechi. Au début, elle a résisté aux projecteurs, mais après des jours de réflexion, elle a compris que sa douleur pouvait avoir un sens. Obina a proposé quelque chose de plus permanent. « Construisons quelque chose ensemble », a-t-il dit. « Une clinique communautaire. Votre vision. Mes ressources. » Ethan pense déjà que c'est la meilleure idée du monde. Au début, Nkechi a ri, considérant cela comme une œuvre de charité pour milliardaires. Mais lorsqu'elle s'est rendue dans un bidonville de Makoko avec une équipe médicale mobile et a soigné une jeune fille souffrant d'asthme sévère avec seulement des fournitures de base, elle a compris que ce n'était pas une question d'argent, mais d'accès. « D'accord », a-t-elle dit le lendemain. « Construisons-le, mais à une condition. Je le dirige. À ma façon. Oh Benasurit. C'est exactement ce que j'espérais que tu dirais. » À partir de ce moment-là, les plans furent dessinés, des architectes furent engagés et des partenariats noués. Et pour la première fois depuis des années, Nkechi avait retrouvé un but. Non seulement sa survie, mais aussi son héritage. La clinique Opaven, récemment construite, se trouvait en bordure du domaine de la fondation d'Obina, et le continent devint un symbole de restauration. Peinte de blanc et de vert doux, elle était modeste, mais équipée d'équipements médicaux de haute qualité, d'une pharmacie et de salles de consultation. Le personnel était composé de jeunes diplômés et d'experts convaincus de l'importance des soins de santé de proximité. Le jour de l'ouverture, une cérémonie modeste a eu lieu. Mama Esha a eu l'honneur de couper le ruban. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle disait « Voilà ce qui arrive quand une graine refuse de pourrir. » Nkechi portait une blouse blanche impeccable, son nom clairement brodé sur la poitrine. Nkechi Duru, infirmière. Obina se tenait à ses côtés, fière, tandis qu'Ethan rayonnait au premier rang, tenant une pancarte faite main sur laquelle était écrit « Mon héroïne porte une blouse blanche ». Des patients de tous horizons affluaient. Des enfants souffrant d'éruptions cutanées, des femmes enceintes sans suivi prénatal, des personnes âgées souffrant d'hypertension non traitée. Nkechi les traitait tous avec grâce, la main ferme et la voix calme. Bien que sa vie ait été marquée par l'ombre, elle était là, en pleine lumière. Obina l'observait depuis la réception, emmenant souvent Ethan avec lui pour distribuer des collations ou simplement accueillir les visiteurs. À la surprise générale, Tante Saad lui envoya un message de félicitations et un don. « Tu avais raison », écrivit-elle. « Certains invités sont des bénédictions. » À la fin de la journée, alors que les portes de la clinique se fermaient, Nkechi était assise seule dans son bureau, feuilletant le registre des patients. Pour chaque nom, il y avait une histoire. Et maintenant, enfin, elle contribuait à les réécrire.
Le premier anniversaire de la clinique Hope Haven a été marqué par une petite réunion, en présence de patients, de partenaires et de la presse. Un invité spécial avait été invité, Ethan Ajayi. Il se tenait sur scène, ses petites jambes atteignant à peine le micro, mais ses paroles avaient du poids. Quand j'ai rencontré Tante Nkechi pour la première fois, elle avait faim, mais elle ne s'est jamais sentie faible. Elle m'a aidé quand j'étais malade, et elle a aidé mon père à retrouver la gentillesse. La foulari. Elle aidait les gens même quand elle n'avait rien. Elle a désormais un endroit où aider tout le monde, et cela fait d'elle une super-héroïne. Le public la ovationnait. Les yeux de Nkechi brillaient lorsqu'elle la serrait dans ses bras après le spectacle, murmurant « Tu m'as sauvé aussi, Ethan ». Obinna, debout juste derrière eux, affichait un sourire rare et sincère qui plissa son visage habituellement stoïque. Après l'événement, Obinna proposa à Nkechi de faire une promenade avec lui dans l'enceinte de la clinique. Le soleil se couchait, projetant une chaude lueur orangée sur le bâtiment qu'ils avaient construit ensemble. « Il y a une chose à laquelle je réfléchis, dit-il lentement. Tu n'es plus un invité. Tu as créé ton propre espace ici. Mais cette maison, cette vie, elle paraît vide quand on n'y est pas. » Nkechi s'arrêta de marcher. Obinna, il se tourna vers elle. « Je ne demande rien de compliqué. Restez, tout simplement. Pas dans la maison d'hôte. Dans nos vies. Ethan te veut ici. Et moi aussi. » Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis elle a dit, seulement s'il y avait un umlo une fois par semaine. Obinna Hari. Marché conclu. Le lendemain matin, Nkechi emménagea ses affaires, le peu qu'elle possédait, dans la maison principale. Ce n'était pas le fait de déballer qui comptait, mais la compréhension profonde qu'elle ne se contentait plus de survivre. Elle choisissait de vivre. Ethan l'aida à ranger ses livres sur l'étagère et insista pour que son étui à violon reste dans le salon. « Il doit être là où tout le monde peut l'entendre, » dit-il fièrement. Le personnel de maison ne la traita plus comme une invitée ou un mystère, mais comme un membre de la famille Ajayi. Et quand Obinna l'a présentée au conseil d'administration de sa fondation comme étant la directrice de notre clinique et ma famille, personne n'a sourcillé. Elle avait tout mérité. Le soir, Obinna, Ethan et Nkechi s'asseyaient sous le manguier, parfois en train de discuter, parfois en silence. Le monde extérieur continuait de juger, de spéculer, de murmurer. Mais entre ces murs, la vérité vivait. Ethan était plus heureux que jamais, Obinna plus en paix, et Nkechi se sentait enfin entendu. Un jour, Ethan demanda « Ma tante, qu'est-ce que la famille ?» Elle réfléchit un moment et répondit « Ça veut dire avoir des gens qui ne lâchent pas prise, même quand on le leur demande. » Obinna sourit en leur prenant les mains. « Alors, je suppose que nous sommes coincés l'un avec l'autre. » Et sous la lumière déclinante de l'île de Lagos, où régnait autrefois la faim, le chagrin et l'isolement, se dressait désormais un nouveau type de famille, bâti non pas sur le sang ou le statut, mais sur le choix, la compassion et le courage de rester. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.